Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. La bougie vacillait près de la vitre fêlée du modeste studio de Michael à Agige, projetant une lueur dorée sur l'espace presque vide. Autrefois célèbre pour ses créations luxueuses et ses lancements somptueux, il vivait désormais au milieu de la peinture écaillée, des factures impayées et des souvenirs de son passé. Plus aucun signe de lick-bata de velours, ni de téléphone bourdonnant avec des investisseurs en ligne. Il ne lui restait plus que des souvenirs et un stylo qui tremblait dans sa main. Pendant plus d'une heure, Michael était resté penché sur une feuille A4 déchirée posée sur une boîte de céréales abandonnée. Il fixa le papier, puis la photo à côté, une vieille photo de Cynthia en blouse blanche, prise le jour de son intégration. Elle souriait, les yeux pleins d'espoir. Le billet était resté caché dans son portefeuille pendant des années, inaperçu jusqu'à maintenant. D'un souffle saccadé, il commença à écrire. « Chère Cynthia, je sais que je suis la dernière personne que tu souhaites entendre, et peut-être que je ne mérite pas ton attention. Mais ce soir, alors que le silence qui m'entoure me pèse, j'ai besoin de dire ces mots, ne serait-ce que pour respirer à nouveau. Je ne sais pas comment m'excuser pour tout ce que j'ai fait, et tout ce que je n'ai pas fait. Je t'ai quitté quand tu avais le plus besoin de moi. Je t'ai accusé. Je t'ai remplacé. Je t'ai effacé. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais en vérité, tu ne m'as jamais quitté. Tu résonnais dans chaque écho de mes chambres vides, et chaque nuit calme, j'aurais aimé t'écouter davantage. Je t'ai vu ce jour-là, au mariage, passer la serpillière avec une dignité que je ne pouvais même pas arborer en costume de créateur. Ce moment a tout changé. Et j'ai réalisé que je ne t'avais pas perdu. Je t'avais jeté. Des larmes ont taché le bord du papier. Michael marqua une pause, la main sur les yeux. Il n'avait pas pleuré depuis des années, ni lors de son expulsion, ni lors de la disparition d'Hélène, ni même lorsque ses comptes étaient à zéro. Mais cette lettre, faisait disparaître une culpabilité trop longtemps enfouie. Il continua d'écrire, déversant confessions, regrets, souhaits. Il parla de l'enfant à naître dont il ignorait l'existence, des nuits passées à regarder ses vieilles photos Facebook, de la douleur profonde qu'il ressentait en voyant sa nouvelle vie s'épanouir, sans lui. Il termina par ces mots simples, « Je suis désolé, Cynthia. Et j'espère que, où que tu sois, tu es vraiment heureux. » Il plia soigneusement la lettre, la glissa dans une enveloppe et l'adressa au bureau de sa fondation à Abiyokuda. Puis il la fixa longuement, tandis que la bougie brûlait moins. Juste avant l'aube, il se dirigea vers l'allée derrière sa propriété. L'enveloppe tremblait entre ses doigts. Il leva les yeux vers le ciel matinal morne, puis les baissa sur la lettre, les excuses, la confession, la conclusion. Il alluma une allumette. La flamme lécha le bord du papier, le faisant onduler d'une fin orangée. Tandis que la lettre se réduisait en cendres, Michael murmura, « Tu es libre. » Mais alors même que la fumée montait dans le ciel pâle, une voix intérieure lui demanda s'il s'agissait bien de Cynthia qu'il venait de libérer, ou de lui-même. Le ruban scintillait au soleil, s'étendant sur les doubles portes du bâtiment récemment rénové qui se dressait fièrement au cœur d'Abiyokuda. Ce qui était autrefois une structure délabrée, abandonnée après l'échec d'une initiative gouvernementale, était désormais transformé en centre de santé communautaire Hope Spring, un sanctuaire lumineux et accueillant pour les femmes et les enfants. Les murs étaient peints d'un lavande apaisant, et le logo, deux mains tenant une fleur en fleurs, était arboré au-dessus de l'entrée. Cynthia se tenait au premier rang, vêtue d'une modeste robe bleu ciel, son fils reposant délicatement sur sa hanche. À ses côtés, Alex souriait fièrement tandis que la foule d'invités, agents de santé, commerçantes locales, représentants d'ONG et anciens de la communauté applaudissaient avec admiration. Ce n'était pas un simple projet pour Cynthia. C'était un rêve devenu réalité, un témoignage, un symbole de douleur transformé en un but. À l'intérieur du centre, rien n'était extravagant, mais tout était fonctionnel et soigné. Un service de maternité avec 4 lits propres, une petite salle de diagnostic, des étagères remplies de fournitures médicales, un coin allaitement et une modeste salle d'attente bordée d'affiches illustrées d'éducation sanitaire. La plupart du mobilier avait été offert par la fondation d'Alex. Le reste provenait de donateurs anonymes qui avaient suivi l'histoire virale de Cynthia et lui avaient apporté des fonds, du mobilier et des mots d'encouragement. Mais ce qui rendait la clinique si spéciale, ce n'était pas sa peinture ou ses lits, mais sa vision. Cynthia a elle-même conçu chaque programme, des cours prénataux gratuits au bilan de santé mensuel pour les enfants des rues.
Chaque mère qui y entrait était traitée avec dignité, sans pitié. Chaque enfant est reparti avec des vitamines, un sourire et une écoute attentive. Le centre a officiellement ouvert ses portes par un bref discours de Cynthia, dont la voix n'a tremblé qu'une seule fois lorsqu'elle a déclaré qu'aucune femme ne devrait jamais se sentir seule dans sa souffrance. Plus jamais. Ces paroles ont ému beaucoup de monde aux larmes, et certains ont murmuré des prières en coupant le ruban. Tandis que la cérémonie laissait place à des visites guidées et à des rafraîchissements, Cynthia resta un instant en retrait, observant le bâtiment s'animer. Des rires résonnèrent dans le couloir. Les mères formaient des files d'attente à l'accueil. Les infirmières ajustaient leurs uniformes. Aube franchissait les portes, les pieds fatigués, portant bébé et fardeau. Et à cet instant, tenant la main d'Alex tandis que leur enfant roucoulait contre sa poitrine, Cynthia sourit, non pas en survivante, mais en bâtisseuse. La clinique n'était pas seulement un cadeau pour la communauté, c'était sa renaissance. Cynthia était assise à son petit bureau en bois dans l'arrière-boutique de la clinique Hope Spring, en train de consulter les calendriers de vaccination, lorsque son assistante Angela entra, une enveloppe brillante à la main, l'air empreint d'incertitude. « Tu as une lettre » dit-elle en la posant délicatement sur le bureau. L'enveloppe était épaisse, à l'entête de Foresight Media, l'une des plateformes de journalisme d'investigation les plus importantes du Nigeria. Cynthia l'ouvrit lentement, parcourant les premières lignes du regard. La lettre était une demande officielle d'Yvonne Adu, journaliste renommée pour ses documentaires audacieux et poignants. La proposition était claire, un documentaire exclusif et payant retraçant le parcours de Cynthia, de son chagrin à son triomphe, en se concentrant sur son mariage, la vidéo virale de son mariage et son ascension vers l'admiration du public. Le cachet proposé était supérieur à ce que Cynthia avait gagné en 3 mois. Le documentaire serait diffusé à l'échelle nationale et mondiale. L'offre était, de l'avis général, alléchante. Le soir même, Yvonne elle-même a appelé pour donner suite. Sa voix était chaleureuse, respectueuse et persuasive. « Ce n'est pas seulement ton histoire, dit-elle. C'est une longue histoire, un long silence, qui a besoin de connaître sa force après la honte. Tu leur dois ta voix. » Pendant un instant, Cynthia resta silencieuse. Elle baissa les yeux vers son fils endormi, blotti au creux de son bras. Son regard se posa sur le mur derrière elle, où était accrochée une photo encadrée du jour de l'inauguration de la clinique, entourée de lettres de femmes que le centre avait déjà aidées. Elle se souvenait de l'humiliation de cette réception de mariage, de la serpillière à la main, des murmures, des objectifs des appareils photo. Mais elle se souvenait aussi du silence qui lui avait redonné sa dignité. Son histoire avait déjà été racontée une fois, par hasard. Elle n'était pas sûre de vouloir la revivre pour des applaudissements ou de l'argent. Cynthia remercia Yvonne pour son offre, d'une voix douce mais ferme. « Je comprends pourquoi le monde veut l'entendre, mais je ne suis pas une histoire à consommer. Je suis une vie qui continue de vivre. » Yvonne respectait sa décision, même si elle semblait sincèrement déçue. Une fois l'appel terminé, Angela demanda doucement, « Tu es sûr ? Cela pourrait aider tant de gens. » Cynthia acquiesça. « Je vais les aider ici, là où ça compte. » Discrètement. Elle rangea la lettre dans son tiroir du bas et n'en parla plus jamais. L'histoire restera peut-être inédite sur les écrans, mais elle la raconta chaque jour avec compassion, service et force. Et cela, pour elle, était plus puissant que n'importe quel documentaire. Michael était assis dans un cybercafé exigu, en mouvement, penché sur un ordinateur portable emprunté, ses doigts parcourant le clavier avec un mélange de désespoir et de détermination. L'ancienne star de la mode avait disparu des projecteurs pendant près de 6 mois, mais il préparait désormais son retour, du moins sur le papier. Le projet s'appelait Hlux Rebirth, une nouvelle ligne de vêtements tape à accent grave-l'œil, prétendait-il, soutenue par des investisseurs étrangers discrets et des innovateurs marocains dans le domaine du textile durable. Rien de tout cela n'était réel. Le business plan était un recyclage d'un argumentaire dont Hélène s'était moquée et qu'elle avait rejeté. Les photos des investisseurs figurant sur le pitch deck ont été volées sur LinkedIn. Même les échantillons qu'il a publiés en ligne étaient d'anciens modèles retouchés sur de nouveaux modèles. Il a créé une fausse adresse email pour son équipe de relations publiques, a acheté des abonnés Instagram et a commencé à inonder les groupes de mode de buzz, affirmant que le Nigeria n'était pas prêt pour cette vague. Mais sous l'éblouissement numérique, Michael était à bout de souffle. Il n'avait pas d'atelier, seulement un coin d'imprimerie qui lui permettait d'utiliser un bureau en échange de dessins gratuits. N'ayant pas les moyens d'acheter du tissu, il publiait des maquettes et répétait sans cesse que les précommandes ouvriraient bientôt.
il a contacté d'anciens contacts, leur racontant des histoires larmoyantes de revers temporaires et de partenariats ratés pour obtenir de petits prêts. Lorsqu'ils hésitaient, il a utilisé la pitié. « Vous avez vu de quoi je suis capable » a-t-il écrit. « Aidez-moi à rebondir, c'est notre victoire. » Certains ont envoyé 20 000 messages. D'autres l'ont complètement ignoré. Certains l'ont même bloqué. Pourtant, il a continué à publier, ajoutant des comptes à rebours, des teasers et de vagues annonces d'une collaboration majeure à venir. La tromperie ne l'a pas dérangé. Dans son esprit, s'il parvenait à attirer un seul véritable investisseur sur la base d'un mensonge, il pourrait transformer la fiction en réalité et réécrire son récit. Dès la 3e semaine, Michael organisait de petites réunions dans des salons locaux, vantant sa marque fantôme à qui voulait l'entendre. Il distribuait de fausses cartes de visite et promettait des prises de participation dans une entreprise qui n'existait pas. Le soir, il répétait à voix haute ses appels aux investisseurs dans sa chambre, comme si parler du succès allait l'appeler. Mais malgré le bruit du marketing, le silence sur son téléphone résonnait plus fort encore. Le monde de la mode avait évolué. Et ceux qui le qualifiaient autrefois de prodige lisaient désormais ses publications avec indifférence. Pourtant, Michael s'accrochait à son illusion, car les mensonges, répétés suffisamment longtemps, peuvent prendre des allures d'espoir. Et pour un homme qui n'avait plus rien à perdre, même un faux espoir valait mieux que rien du tout. C'était une soirée humide à Surlier lorsque Michael reçut une enveloppe marron non marquée glissée sous la porte de sa chambre. Au début, il crut à une facture ou à un autre avis de justice. Mais en l'ouvrant, ses doigts s'engourdirent. À l'intérieur se trouvaient des documents imprimés, des contrats, des accords signés et des captures d'écran de transactions bancaires privées datant de l'apogée de son empire de la mode. Mais la dernière page fut ce qui lui fit battre le cœur, une lettre, tapée à la machine et non signée, qui disait simplement « Tu crois encore pouvoir t'élever sans moi ? Je vais reconsidérer la question. On se voit. Je suis plus près que vous ne le pensez. » S'y joint une photo floue de lui prise 2 jours plus tôt au café où il avait présenté sa fausse réplique. Quelqu'un l'observait. Une seule personne a jamais fait preuve d'un tel niveau de cruauté, habillée avec précision, Hélène. Elle a réapparu tel un fantôme, enveloppé de réinvention. Désormais connue sous le nom de Chioma Daniels, Hélène avait refait surface comme associée silencieuse d'une marque de crypto-monnaie controversée qui gagnait du terrain dans les cercles technologiques d'Abuja. Ses cheveux étaient teints, son accent impeccable, son empreinte numérique presque entièrement effacée. Mais elle n'était pas revenue par amour, ni même par vengeance. Elle était revenue pour faire pression. Elle a organisé un rendez-vous privé avec Michael dans une galerie d'art abandonnée qu'elle avait louée pour une séance photo. Lorsqu'il est arrivé, hésitant et furieux, elle l'a accueilli avec un sourire narquois et une clé USB. « Tout ce que nous avons construit, les secrets, les transferts, les noms, vous pensez que je ne les ai plus ?» a-t-elle dit. « J'ai vu la vidéo de ton mariage devenir virale, ma chérie. Puis je t'ai vu t'effondrer. Maintenant, je te donne une chance de redevenir pertinente. Associe-toi à moi, ou je te ferai arracher ce cou. » Michael resta silencieux, la gorge sèche. Hélène étala ses conditions comme des cartes sur une table de velours. Elle voulait avoir accès aux faux investisseurs qu'il avait fait défiler, cacher son nom derrière des sociétés écrans et contrôler totalement toute la stratégie de marque liée à sa prétendue nouvelle ligne de vêtements. En échange, elle garderait sous scellé les documents confidentiels, documents qui pourraient l'impliquer dans des affaires de fraude fiscale et de détournement de fonds. « Tu te noies déjà » murmura-t-elle en se levant pour partir. « Je t'offre juste une façon plus élégante de sombrer. » Michael ne répondit pas. Son passé était revenu, non pas sous forme de regret, mais sous la forme d'un maître chanteur vivant et respirable. Et voilà qu'il se retrouvait à nouveau piégé par celle-là même qu'il avait autrefois appelée le salut. C'était un mardi après-midi tranquille lorsqu'Alex James reçut l'enveloppe. Elle fut remise en main propre, non pas par l'accueil de son bureau au siège de la Fondation H, mais directement à son assistant personnel par un homme qui disparut avant que quiconque puisse poser des questions. L'enveloppe était simple, sans timbre, sans nom d'expéditeur, sans inscription. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier épais avec une encre noire en gras. « Tiens-toi loin de Cynthia. Ceci est ton dernier avertissement. Elle n'est pas un fardeau à porter. Franchissez la ligne et vous perdrez bien plus que votre réputation. » Sous ces mots se trouvait une photo imprimée, Alex accompagnait Cynthia et leur fils à la sortie de la clinique Hope Spring, main dans la main. Les yeux d'Alex se plissèrent. Celui qui avait envoyé la menace les avait observés.
Il agrippa le bord du papier, les jointures crispées tandis que le poids de ce que cela impliquait pesait sur sa poitrine. Pour un homme aussi posé et calculateur qu'Alex, l'intrusion n'était pas seulement alarmante, elle était exaspérante. Son dispositif de sécurité était strict, ses déplacements discrets, et sa vie, bien que publique en philanthropie, était privée en amour. Cynthia avait reçu sa part d'attention indésirable après le scandale du mariage, mais là, elle avait une impression différente. Ce n'était pas de la curiosité. C'était un avertissement. Une menace de le démanteler, tant sur le plan personnel que professionnel. Il a immédiatement transmis l'enveloppe à son équipe juridique et contacté un détective privé. Mais au fond, il savait d'où cela pouvait venir, ou plutôt, de qui. Le nom d'Hélène était apparu dans ses vérifications d'antécédents lors des moments viraux de Cynthia, et les récentes tentatives de Michael pour renouer avec d'anciens investisseurs n'étaient pas passées inaperçues. Il n'était pas difficile de tracer une ligne entre le passé qui s'effritait et les ombres qui s'insinuaient désormais dans sa prison. Il n'en parla pas immédiatement à Cynthia. Elle avait trouvé la paix, un but et la stabilité, et il refusait de laisser une menace, anonyme ou non, la replonger dans le chaos. Au lieu de cela, il a discrètement doublé la sécurité de sa clinique, installé une surveillance autour de leur domicile et commencé à surveiller toute la correspondance externe. Mais la lettre ne l'a jamais quitté de l'esprit. Quelqu'un n'avait-il eu l'audace de traiter Cynthia comme une possession? Un fardeau. L'enrageait comme peu de choses l'avaient jamais fait. Ce soir-là, il se tenait près de la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur la ville, tandis que leur fils gazouillait doucement sur le tapis à côté de Cynthia, qui fredonnait en classant ses dossiers. Il fit alors un vœu secret, plus personne ne toucherait à sa famille, ni par murmure, ni par avertissement, plus jamais. Et si les fantômes du passé de Cynthia persistaient à ressusciter, il rencontrerait alors toute la force d'un homme prêt à se battre en silence et à vaincre. Les premiers signes furent des nuits discrètes et agitées, une légère fièvre, des gémissements plus tendus que d'habitude. Au début, Cynthia pensait que son fils faisait ses dents ou réagissait au vent poussiéreux de l'harmattan qui s'était abattu sur Abeokuta. Mais le troisième jour, sa peau devint moite et sa respiration devint superficielle et rapide. La panique la saisit par vagues. Elle l'emmena d'urgence aux urgences de la clinique Hope Spring, les mains tremblantes, serrant son corps menu contre sa poitrine. Les infirmières s'empressèrent d'alerter le médecin réside. Alex, qui revenait tout juste d'une conférence à Abuja, arriva quelques minutes plus tard et trouva Cynthia assise devant la salle de soins, le visage pâle et les mains serrées. Malgré toutes les forces qu'elle avait retrouvées, cet instant la dépouillait complètement. Son bébé était en danger, et le spectre de la perte qu'elle pensait avoir enfoui planait désormais sur son cœur avec une familiarité glaçante. Dans la modeste aile pédiatrique de la clinique, les tubes à oxygène et les moniteurs ronronnaient tandis que l'enfant était stabilisé. Les médecins suspectèrent une grave infection respiratoire, peut-être une pneumonie, et le transférèrent vers un hôpital mieux équipé de l'autre côté de la ville. Cynthia voyageait avec lui dans l'ambulance, murmurant des prières, des flashbacks lui traversant l'esprit, des souvenirs d'une nuit sanglante, d'un bébé perdu dans le silence, d'un chagrin qu'aucun mot ne pouvait apaiser. Elle ne s'était pas autorisée à repenser à cette première grossesse depuis des mois. Maintenant, la terreur revenait, crue et réelle. Alex lui tenait la main pendant qu'ils attendaient dans le hall des soins intensifs, sa présence la rapprochant de son corps alors même que son monde vacillait. Elle parlait à peine. Sa seule question, répétée toutes les demi-heures, était « Respire-t-il mieux maintenant ?» Des heures passèrent avant qu'un médecin n'arrive enfin avec des nouvelles, son fils était stable, mais son état restait critique. Il faudrait le surveiller pendant au moins 48 heures avant de donner une quelconque assurance. Cynthia hocha la tête en silence, les yeux rivés sur le couloir de l'hôpital. Cette nuit-là, elle refusa de quitter son chevet. Elle s'assit près du berceau, caressant les doigts de son bébé, murmurant de douces berceuses et lui promettant une vie commune. Pour Cynthia, la force avait toujours été le silence. Mais à cet instant, elle s'autorisa à pleurer, de douces larmes douloureuses pour toute la peur qu'elle avait enfouie. Et tandis que les machines bipaient sans interruption à côté d'elle, elle serra son enfant contre elle et fit le vœu de ne plus jamais fuir la peur. Cet enfant vivrait. Et elle le protégerait, même si cela lui coûtait tout. Les rumeurs étaient parvenues à Michael par l'intermédiaire d'une ancienne connaissance d'université, désormais technicienne hospitalière. Le bébé de votre ex-femme est aux soins intensifs, avait écrit l'homme d'un ton détaché, inconscient de l'avalanche d'émotions que ces quelques mots allaient déclencher. Michael lut le message encore et encore, le cœur battant. Il n'avait pas vu l'enfant.
Il n'avait pas osé poser la question directement. Mais les rumeurs s'étaient intensifiées, certains cercles commençaient à spéculer, à relier les chronologies, à se demander à voix haute si l'enfant de Cynthia pouvait être le sien. Cette pensée consumait Michael. L'ignorance était un supplice. Après tout ce qu'il avait perdu, son entreprise, sa réputation, sa dignité, il ne supportait pas l'idée d'avoir perdu un enfant aussi. Cette nuit-là, il monta dans un bus de Lagos à Abeokuta, les yeux rougis par l'insomnie, les poings serrés. Il arriva à l'hôpital en fin de matinée, mal rasé, anxieux et faisant les 100 pas. Après avoir confirmé le nom de la clinique, il repéra l'unité de soins intensifs pédiatriques et s'approcha de la réception. « Je suis ici pour voir un patient, un nourrisson. Son nom est James. Sa mère s'appelle Cynthia, dit-il en s'efforçant de garder son calme. L'infirmière derrière le comptoir le regarda d'un air sceptique, lui demandant ses papiers et son numéro de patient. « Je suis peut-être le père, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle plissa les yeux et s'éloigna pour passer un appel. Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité de l'hôpital sont apparus. Calmes mais fermes, ils ont informé Michael que seules les personnes autorisées étaient autorisées à franchir le hall et que la mère avait donné des instructions strictes, pas de visiteurs, surtout pas de Lagos. La protestation de Michael était vive et désespérée. « Tu ne comprends pas. J'ai besoin de le voir. Juste un coup d'œil. Un seul regard. » Mais les gardes ne bougèrent pas. Quelques minutes plus tard, il fut escorté hors du service. Devant les portes de l'hôpital, Michael se tenait dans la chaleur de l'après-midi, abasourdi et brisé. Le soleil lui frappait la peau, mais le froid qu'il ressentait était plus profond que la météo. Il était venu chercher des réponses et il est reparti avec d'autres questions. Le garçon était-il à lui? Cynthia le détestait-elle au point de lui refuser le moindre regard? Ou était-ce le destin, le punissant de tout le silence et de l'abandon qu'il lui avait autrefois infligé? Debout sur le trottoir, observant le flot incessant de voitures et de patients passer devant lui, Michael ressentit tout le poids de ce qu'il avait passé des années à éviter, un regret qu'aucun succès, aucun plan, aucune seconde chance ne pourrait effacer. Michael revint à l'hôpital 2 jours plus tard, cette fois non pas en homme désespéré mendiant à la porte, mais en concierge en blouse d'hôpital et masque. Il avait soudoyé un agent d'entretien pour avoir accès à la zone de collecte des déchets derrière l'aile pédiatrique, et bien que sa conscience lui criât dessus, le désespoir le fit taire. Il attendit derrière une rangée de poubelles jusqu'à ce qu'une infirmière sorte pour jeter une petite trousse médicale, des lingettes, des biberons et un chiffon doux taché de lait maternisé et de sueur. Parmi les objets jetés, il aperçut ce qu'il espérait, une lingette usagée emballée dans un sachet plastique étiqueté avec les initiales de l'enfant clairement écrites sur du ruban adhésif. Il serra la main et la saisit avant que quiconque puisse poser des questions. Son cœur battait fort lorsqu'il le glissa dans une enveloppe et l'envoya, accompagné d'un échantillon de ses propres cheveux, à une clinique ADN privée à laquelle il avait eu recours à ses débuts de designer pour vérifier un contrat familial litigieux. L'attente était insupportable. Chaque jour, Michael consultait ses emails avec obsession. Lorsque les résultats arrivèrent enfin une semaine plus tard, il ouvrit le document dans un coin de café, à l'abri des regards indiscrets. Il parcourut la page, parcourant les codes de laboratoire et le jargon juridique, jusqu'à trouver les mots qui lui couperaient le souffle, probabilité de paternité, 99,9%. La lingette avait fait son effet, Michael était le père. L'enfant que Cynthia avait porté seul, mis au monde seul, élevé seul, était son fils. Il fixait l'écran, les doigts figés sur le pavé tactile, la bouche légèrement ouverte d'incrédulité. Les émotions surgirent d'un coup, la culpabilité, le chagrin, une lueur d'espoir, mais surtout, le poids écrasant de la réalité. Ce n'était plus seulement un scandale. C'était une vie, un lien, une responsabilité qu'il n'avait jamais eue, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Il imprima le résultat et le contempla pendant des heures dans sa chambre faiblement éclairée. Son nom était gravé à côté d'un enfant qui ne reconnaîtrait jamais sa voix, dont il avait manqué les premiers pas, dont il n'avait pas répondu aux cris de minuit. Michael aurait voulu courir vers Cynthia, lui expliquer, la supplier, prendre l'enfant dans ses bras. Mais quelque chose en lui murmurait que cette vérité n'était pas son arme, mais sa conséquence. Il avait autrefois exigé des preuves pour éviter de rendre des comptes. Maintenant, la vérité lui sautait aux yeux, en lettres d'encre et en pourcentage. Et pour la première fois, il réalisa que savoir que l'enfant était le sien ne lui donnait pas le droit à la paternité. Cela ne faisait qu'amplifier l'ampleur de ce qu'il avait déjà perdu.
C'était un matin frais et sans nuages lorsque Michael se présenta à la porte de la clinique Hope Spring, une enveloppe marron à la main, les mains tremblantes. Il ne demanda pas de rendez-vous. Il n'appela pas à l'avance. Il attendit simplement, les yeux fixés sur l'entrée, comme si la seule force de sa volonté pouvait appeler Cynthia. Lorsqu'elle émergea, vêtue de sa blouse bleu pâle habituelle, un presse-papier à la main, ses pas s'arrêtèrent dès que leurs regards se croisèrent. Michael s'avança, ravalant le nœud qui lui serrait la gorge. « Je sais, » dit-il en soulevant légèrement l'enveloppe. « Je sais qu'il est à moi. » Pendant un instant, Cynthia resta parfaitement immobile. Puis ses lèvres s'entr'ouvrirent, non pas de surprise, mais de fureur contenue. « Tu as agi dans mon dos, » dit-elle d'une voix basse et tranchante comme une lame. « Tu as volé la ceinture de mon enfant comme un criminel, » tenta d'expliquer Michael, hésitant à s'excuser. « J'avais juste besoin de savoir, Cynthia. Tu refusais de me parler, et moi, je devais le savoir. » Elle le coupa d'un regard si froid qu'il recula d'un pas. « Tu avais besoin de savoir ? Tu avais besoin de savoir, » répéta-t-elle, la voix s'élevant tandis que sa poitrine se serrait sous l'effet de la trahison. « Où était cette urgence quand je pleurais seul dans les couloirs de l'hôpital ? Où était ton besoin de savoir quand tu épousais une autre femme tandis que je portais ton enfant, les pieds enflés et les poches vides ?» Sa voix ne tremblait pas, elle n'avait plus de larmes depuis longtemps. Il ne lui restait plus que de l'acier. Elle désigna l'enveloppe. « Ce papier ne fait pas de toi un père. Il n'efface pas ce que tu as fait. Cela ne vous donne pas accès. » Le personnel de la clinique et quelques patients avaient commencé à observer à distance, mais Cynthia s'en fichait. Elle s'approcha, le regard brûlant plongé dans le sien. « Tu as renoncé à ton droit d'être dans sa vie le jour où tu m'as humilié à ton mariage. Le jour où tu m'as traité de stérile. Le jour où tu m'as laissé essuyer ta honte sur le sol en marbre. » Elle prit une longue inspiration mesurée. « Alors, écoute bien, Michael. Tu ne t'approcheras pas de moi. Tu ne t'approcheras pas de mon fils. Si jamais tu te montres à nouveau, je déposerai une ordonnance restrictive et je te poursuivrai en justice. » Elle se retourna sans attendre de réponse, laissant Michael seul, brisé, avec une part de vérité arrivée trop tard. Derrière elle, les portes de la clinique se sont refermées, fermes, définitives et impitoyables. Tout a commencé par un murmure dans un fil de discussion nocturne sur les réseaux sociaux, une vidéo fuitée publiée sur une chaîne YouTube fantôme intitulée « La femme derrière la serpillière, l'histoire inédite de Cynthia ». La vidéo était nette, bien montée et clairement enregistrée avec du matériel professionnel. Des images et des séquences vidéo que Cynthia n'avait jamais autorisé défilaient à l'écran, on la serpillait au mariage de Michael et Helen, on la trottait dans les couloirs de la clinique Hope Spring, et même des voix off de ce qui ressemblait à une ébauche d'interview qu'elle avait brièvement entamée avec un représentant des médias en quelques heures. La vidéo a été partagée sur Twitter, TikTok et WhatsApp. Quelqu'un avait repris la proposition de documentaire que Cynthia avait refusée et en avait composé sa propre version. Mais ce n'était pas seulement un récit, c'était une plongée profonde dans sa vie, peinte avec une honnêteté douloureuse et une charge émotionnelle. Le livre détaillait sa fausse couche, son abandon, ses combats silencieux, son humiliation virale et son ascension, le tout agrémenté de commentaires crus et de détails non confirmés que Cynthia n'avait jamais voulu révéler au monde. Au matin, le livre avait été vu plus de 2 millions de fois. Cynthia était à la clinique en train de trier des dossiers lorsqu'Angela fit irruption, le regard paniqué, son téléphone à la main. « Il faut que tu vois ça », murmura-t-elle. Tandis que Cynthia regardait la vidéo se dérouler, son visage se vida de ses couleurs. C'était comme si quelqu'un avait ouvert son âme et l'avait confiée à des inconnus. Bien que le récit fût en grande partie empreint de compassion, il déformait aussi certains aspects de son parcours, dramatisant des moments pour les faits, insérant des commentaires spéculatifs de sources anonymes et laissant entendre que son enfant était de Michael sans confirmation. L'intimité qu'elle avait tant lutté pour reconstruire était brisée. Son personnel et ses patients ont commencé à chuchoter. Le téléphone de la réception de la clinique sonnait sans arrêt, journalistes, blogueurs, demandes d'interviews et même des curieux malpolis demandaient à rencontrer la femme de la vidéo. Cynthia se sentait violée, non seulement par la fuite, mais aussi par son impuissance à l'empêcher. Chaque détail de sa souffrance était désormais connu du public. Cet après-midi-là, Alex la trouva assise seule dans son bureau, la porte fermée, les lumières tamisées. Il posa doucement sa main sur la sienne et ne dit rien au début. Puis, avec une résolution sereine, il dit « Nous découvrirons qui a fait ça. Et nous riposterons comme il se doit. »
Mais Cynthia ne pensait pas à la vengeance, elle pensait à son fils. Elle ne voulait pas qu'il grandisse avec sa douleur en ligne. Elle ne voulait pas que ses camarades de classe, un jour, tapent son nom sur Google et voient une serpillière avant de voir une femme. Et surtout, elle ne voulait pas que son silence soit interprété comme de la honte. Alors que la vidéo continuait de se propager, Cynthia prit une décision discrète, elle parlerait, mais à sa façon. Dans les jours qui suivirent la fuite virale, le nom de Cynthia devint un sujet de conversation nationale. D'un côté, des voix célébraient sa force, d'autres sa persévérance, sa dignité et ses souffrances, et la façon dont elle s'était relevée des cendres de la disgrâce publique. Des influenceurs, des célébrités et des organisations de défense des droits des femmes ont republié des extraits de la vidéo avec le hashtag #StandWithCynthia, la qualifiant de symbole de survie. Les messages ont afflué, courriels, lettres, dons à sa clinique et remerciements de femmes qui ont vu leur propre histoire dans la sienne. La clinique Hope Spring a reçu une attention sans précédent. Le nombre de patients a doublé. Les bénévoles sont venus en masse. Certains sont même venus de l'extérieur de l'État d'Ogden juste pour la rencontrer. Cynthia peinait à suivre le flot de compassion. Pourtant, pour chaque voix qui la soutenait, d'autres tentaient de la faire redescendre. Des comptes anonymes sur les réseaux sociaux l'accusaient de capitaliser sur la pitié. Les fils de commentaires étaient remplis de questions, pourquoi n'avait-elle pas dit à Michael que l'enfant était de lui? Comment s'était-elle retrouvée à travailler comme femme de ménage? D'autres ont laissé entendre qu'elle utilisait son histoire pour manipuler les donateurs ou gagner en notoriété. Une émission de radio locale a organisé un débat intitulé « Victime ou stratège ?» où un intervenant a même remis en question l'authenticité du financement de sa clinique. Cynthia n'a pas répondu publiquement, mais chaque commentaire lui a fait l'effet d'une ecchymose. Pendant des années, elle avait choisi le silence pour préserver sa paix. Maintenant, ce silence était décortiqué, interprété et retourné contre elle. Alex regardait la tempête se développer et sa frustration bouillonnait sous son calme habituel. « Ça suffit, lui dit-il. Ce n'est pas que du bruit. C'est de la diffamation. C'est de l'exploitation. Et il est temps que vous intentiez une action en justice, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui regardent et qui pensent que le silence est synonyme de faiblesse. » Cynthia était assise en face de lui dans leur salon silencieux, son enfant dormant paisiblement dans ses bras. Les fenêtres étaient fermées, mais elle entendait encore le bourdonnement du monde au-delà. Elle était fatiguée. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Fatiguée d'être incomprise, fatiguée d'être piégée par les récits des autres. Elle regarda Alex, l'homme qui l'avait soutenue à chaque instant, et finit par hocher la tête. « Je le ferai, murmura-t-elle. Mais pas seulement pour me protéger. Je veux protéger la prochaine femme qu'ils tenteront de réduire au silence. » Et à cet instant, sa douleur a pris une nouvelle forme, non pas comme une blessure, mais comme une arme pour la justice. La lettre officielle arriva un lundi matin poussiéreux, livrée par coursier, scellée de l'emblème rouge de la haute cour de l'État de Lagos. Michael se tenait à l'entrée du complexe délabré qu'il considérait désormais comme son foyer, lisant le contenu d'une main tremblante. C'était une convocation au tribunal. Plusieurs, en fait. Il était poursuivi par pas moins de 5 individus, d'anciens collaborateurs de sa ligne de vêtements aujourd'hui disparus, 2 des premiers investisseurs qu'Hélène avait recrutés sous de faux prétextes, et une entreprise de logistique spécialisée dont il n'avait pas payé les frais d'expédition internationale. Les accusations allaient de la rupture de contrat à l'association de malfaiteurs et à la fausse déclaration financière. Chaque pointillé portait sa signature, certaines forgées sous la pression, d'autres signées sans lecture dans le brouillard de l'ambition. Ce qui le frappa le plus, c'était la minutie avec laquelle les revendications juridiques étaient compilées, avec capture d'écran, extraits audio et copies de virements bancaires privés. Hélène lui avait laissé un sillage de destruction, et maintenant il en était le visage. La panique le saisit comme un étau. Il n'avait pas d'avocat. Il n'avait même pas de billet de transport pour se rendre à l'adresse du tribunal indiquée sur l'avis. Ces dernières semaines, il survivait grâce à des emprunts et dormait sur une mince natte dans le studio d'un ami. Le plan qu'il avait élaboré pour relancer sa carrière dans la mode s'était effondré dès qu'Hélène était réapparue et avait disparu, laissant cette fois encore plus de dégâts dans son sillage. Ceux-là même qui le qualifiaient autrefois de génie le traitaient désormais d'imposteur. Sur les réseaux sociaux, des captures d'écran des documents déposés en justice ont commencé à circuler, exposant son nom à une nouvelle vague de moqueries publiques. Les marques pour lesquelles il avait autrefois posé ont publié des démentis publics,
et les pages de mode qu'il avait autrefois soutenues le présentaient désormais comme un exemple édifiant. Michael a tenté d'appeler l'un de ses anciens partenaires commerciaux pour s'expliquer. Il fut accueilli par un silence, puis par un déclic. Le soir, assis dans un coin de la pièce, contemplant la convocation à la lueur des bougies, Michael ne put échapper à l'ironie. L'empire qu'il avait bâti sur la marque, l'image et le pouvoir s'étaient effondrés sans fondement juridique solide. La célébrité, les caméras, les interviews de célébrités, tout avait disparu. Il ne restait que les traces écrites de trahison et de mauvaise gestion, et maintenant, elle le rattrapait de la pire des manières. Il pensait avoir déjà touché le fond, mais là, c'était tout autre chose. Désormais, il n'était plus seulement déshonoré. Il était tenu responsable. Et pour la première fois, il n'y avait plus que lui-même à blâmer. Dans une élégante salle de conférence au 12e étage d'un hôtel de luxe de Port Harcourt, Hélène, désormais sous le pseudonyme de Chioma Daniels, était tout en charme et en puissance. Vêtue d'un tailleur pantalon blanc impeccable et de talons rouges, elle présentait avec assurance un portefeuille d'investissement falsifié à 3 hommes prétendant représenter une collaboration internationale entre le pétrole et la mode. Sa proposition était grandiose, une initiative technologique de mode multimilliardaire destinée à donner aux jeunes créateurs africains un rayonnement international. Elle souriait sans effort, son ton était fluide, sa voix mielleuse et convaincante. Ce qu'elle ignorait, c'est que les hommes assis en face d'elle n'étaient pas des investisseurs, mais des agents infiltrés de la Commission des crimes économiques et financiers, EFCC, et que toute cette réunion avait été orchestrée dans un seul but, la prendre en flagrant délit. L'opération d'infiltration avait pris des mois à organiser. Suite à de multiples plaintes de victimes à Lagos, Abuja et Accra, l'empreinte numérique d'Hélène a été retracée, soigneusement dissimulée sous des sociétés écrans, des téléphones prépayés et des comptes fantômes. Elle avait échappé aux forces de l'ordre pendant plus d'1 an en changeant constamment de lieu, d'identité et de stratégie. Mais son arrogance l'avait finalement rattrapée. Lorsqu'un des investisseurs a glissé un contrat sur la table et lui a demandé de le signer, Hélène s'est penchée, stylo à la main, mais la porte de la pièce s'est ouverte brusquement. En quelques secondes, des agents ont fait irruption avec des mandats d'arrêt, des caméras et des menottes. Chioma Daniels, alias Hélène Watanabe, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière, usurpation d'identité et complot. Ses yeux s'écarquillèrent pour la première fois depuis des années, non pas d'incrédulité, mais de fureur. C'est le piège, hurla-t-elle. Mais c'était trop tard. L'arrestation a immédiatement fait la une des journaux, une arnaqueuse notoire dans le secteur de la mode a finalement été prise au piège par Port Harcourt. À mesure que la nouvelle se répandait, de nouvelles victimes se sont manifestées, de jeunes entrepreneurs, des ONG, et même un investisseur étranger qui avait perdu 48 millions de dollars dans une fausse cargaison de textiles. Ce qui avait commencé comme un scandale singulier lié à Michael Now a révélé un réseau criminel plus vaste. Hélène était un acteur clé d'un syndicat opérant dans plusieurs États et pays, blanchissant de l'argent via de fausses entreprises et des réseaux sociaux. Alors qu'elle était exhibée devant les caméras et menottée, son ancienne assurance s'est transformée en amertume. Pendant des années, elle avait joué avec le système, se faufilant entre les mailles du filet grâce à sa beauté, son intelligence et sa trahison. Mais cette fois, pas de disparition. Le masque avait enfin lâché, et Hélène, autrefois intouchable, s'effondrait définitivement. La dépanneuse arriva juste après l'aube, son moteur grondant comme un mauvais présage. Michael observait depuis le balcon de son mini-appartement de location 2 hommes en salopette sombre encercler son dernier bien précieux, une Camry argentée d'occasion, mais rutilante, qu'il avait réussi à conserver malgré tous les scandales. En quelques minutes, ils ont serré les pneus, sont entrés dans le véhicule avec une aisance experte et l'ont hissé sur le plateau du camion. Il a dévalé l'escalier pieds nus, agitant les papiers d'expulsion d'une main et criant de manière incohérente « Donnez-moi jusqu'à vendredi ». Juste vendredi, a-t-il supplié, la sueur luisant au front. L'un des agents lui jeta à peine un coup d'œil avant de murmurer « Ce n'est pas une question de loyer. La jetée banque veut leur solde ». Michael resta impuissant sur la route poussiéreuse, tandis que la voiture était remorquée, emportant avec elle les derniers vestiges de son ancienne vie illusoire. Quelques heures plus tard, son propriétaire est arrivé avec des policiers et un ordre d'expulsion imprimé. Michael n'avait pas payé son loyer depuis 4 mois. L'électricité avait été coupée des semaines auparavant. Le dernier avertissement était expiré. Sans opposer la moindre résistance, il a rassemblé ses dernières affaires, une valise de vêtements délavés, un fer à repasser cassé, une photo encadrée de son lancement de mode, et est parti sans un mot. Ce soir-là,
des passants l'ont aperçu assis devant le centre commercial Obéa, dans une caja, mal rasée et voûtée, le regard vide, un masque en lambeaux pendant à une oreille. Une casquette de baseball délavée reposait à ses pieds, ouverte, ramassant les pièces d'inconnus qui ne le reconnaissaient pas. Certains l'ignoraient. D'autres le plaignaient. Personne ne se souvenait de l'homme qui avait autrefois défilé avec ses igbatas de velours et ses lunettes à monture dorée. La chute était totale. La célébrité avait oublié son nom. Le monde de la mode avait effacé son existence. Les amis qu'il recevait autrefois dans les bars étaient partis depuis longtemps. Une adolescente en uniforme scolaire passa et s'arrêta. Elle plissa les yeux, puis chuchota à son ami, « Ce n'est pas le type du scandale du mariage. » Son amie haussa les épaules, indifférente. Michael les entendit, mais ne broncha pas. Il n'était plus surpris par les murmures. La honte ne le brûlait plus, elle était devenue sa peau quotidienne. Tandis que les lumières du centre commercial vacillaient au-dessus de lui et que l'effervescence de la ville continuait, il serrait les genoux contre sa poitrine, se balançant lentement. De Michael Okafor, il ne restait plus qu'un homme sur le trottoir, autrefois considéré comme un roi, aujourd'hui oublié par les rues qu'il régnait autrefois. L'invitation était présentée dans une enveloppe couleur crème, gaufrée en lettres dorées, et annonçait sa conférence 2025, qui visait à donner du pouvoir à la prochaine génération de femmes nigérianes. C'était l'un des événements les plus prestigieux du pays consacré au leadership féminin, auquel participaient des personnalités politiques, des PDG et des acteurs du changement venus de toute l'Afrique. Lorsque Cynthia a ouvert la lettre, elle a hésité. Elle avait passé des années à refuser des interviews et des invitations à des panels, préférant le calme de sa clinique à la scène. Mais après la fuite du documentaire, les réactions négatives en ligne et l'immense soutien du public, elle a compris que quelque chose avait changé. Son silence avait préservé sa paix, mais désormais, sa voix pouvait protéger les autres. Avec les encouragements d'Alex, elle accepta. L'événement devait se tenir au Centre international de conférences d'Abuja, et la dernière place du deuxième jour lui avait été réservée, à elle, la force de son silence, Cynthia James. Elle montait sur scène vêtue d'une robe bleu canard ajustée, de simples boucles d'oreilles et sans maquillage, à l'exception d'un brillant à lèvres transparent. Il n'y avait ni prompteur, ni discours imprimés. Juste Cynthia, un micro et des milliers de personnes assises dans une attente silencieuse. Sa voix, calme mais assurée, résonnait dans la salle. On m'a dit un jour que j'étais stérile. Que je n'étais rien sans un homme. Que passer la serpillière au mariage de quelqu'un signifiait que j'avais échoué. Mais aujourd'hui, je dirige une clinique, j'élève un fils et je suis sur cette scène non pas à cause de ce que j'ai enduré, mais parce que je ne me suis pas laissé définir par cela. La pièce se tut. Pas une toux, pas un murmure, juste des yeux écarquillés et humides d'émotion. Cynthia ne donna aucun détail pour ne pas faire honte à qui que ce soit. Elle n'a cité aucun nom. Elle a simplement parlé de perte, de force, du choix de guérir quand la haine semblait plus facile. Elle a conclu par ces mots, le silence d'une femme n'est pas sa reddition. Parfois, c'est sa préparation qui est en cause. Des extraits de son discours ont inondé les réseaux sociaux en quelques heures. Les principaux médias l'ont qualifié de discours de l'année. Des extraits ont été diffusés à la radio et remixés pour créer des vidéos de motivation. Des influenceurs ont cité sa conclusion, et des jeunes femmes de tout le Nigeria ont commencé à taguer leurs histoires avec le hashtag « Son silence était un pouvoir ». Cynthia était devenue plus qu'une femme ayant survécu à la trahison, elle était devenue un symbole national de résilience. Le site web de la clinique a reçu des dons records. Le ministère de la Santé a prolongé ses offres de partenariat. Mais Cynthia ne s'est pas laissée distraire par les éloges. Cette nuit-là, de retour à Abeokuta, elle serra son fils contre elle et sourit tandis qu'il riait dans son sommeil. Elle avait utilisé sa voix non pas pour se réapproprier le passé, mais pour éclairer le chemin à suivre pour ceux qui marchaient encore dans l'ombre. La soirée était calme chez les James. La douce lumière des lampes de table baignait le salon d'une douce teinte tandis que Cynthia pliait de minuscules vêtements fraîchement sortis du linge. Son fils jouait à ses pieds avec un jeu de cubes de l'alphabet, ricanant en les empilant de manière inégale. Alex était assis en face d'eux sur le canapé, une tasse de thé intacte à la main, les observant, ses deux plus beaux cadeaux. Pendant des mois, il avait aimé ce garçon comme son propre enfant, se réveillant à cause de fièvres nocturnes, assistant aux entretiens d'embauche pour l'école maternelle et fredonnant des berceuses lors de ses nuits blanches. Mais quelque chose de plus profond s'éveillait en lui, un désir de rendre cet amour légal, permanent. Il s'éclaircit doucement la gorge.
Cynthia, dit-il d'une voix basse mais ferme, il y a quelque chose qui me préoccupe. Elle leva les yeux, une grenouillère pliée toujours à la main. Je veux l'adopter, dit Alex d'un ton simple, mais avec toute l'émotion qui se lisait dans son regard. Je veux lui donner mon nom, non pas pour effacer son passé, mais pour construire son avenir. Officiellement. Pleinement. Je veux être son père, dans tous les sens du terme. Cynthia se figea. Sa grenouillère lui glissa des doigts. L'espace d'un instant, la salle retint son souffle. Elle ne lui avait jamais demandé cela. Elle n'avait même jamais osé en rêver. Son fils portait le sang de Michael, certes, mais c'était Alex qui l'avait nourri, baigné, réconforté ses coliques et sa toux, dansé avec lui les matins pluvieux et murmurait des prières avant de s'endormir quand le monde lui semblait trop bruyant. Ses lèvres tremblaient. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle d'une voix incrédule. Alex hocha la tête. « Avec tout ce que je suis. » Les larmes montèrent aux yeux de Cynthia. Elle traversa la pièce et l'entoura de ses bras, leur fils riant entre eux comme s'il ressentait la gravité du moment. « Oui, » dit-elle en sanglotant doucement. « 1000 fois, oui. » Ce n'était pas seulement une question de l'égalité, c'était de l'amour à l'état pur. Dans cette étreinte, elle voyait plus qu'un engagement, elle voyait le destin corrigé. Deux cœurs l'avaient trouvé au plus profond de son chagrin, et désormais, ils porteraient tous le même nom. Tandis que ses larmes trempaient la chemise d'Alex et que leur fils applaudissait sans s'en rendre compte, Cynthia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps, une sensation intense. La nuit était humide et chargée des vapeurs de Lagos tandis que Michael traînait les pieds nus au bord d'un carrefour animé d'Ojalegba. Ses chaussures de créateur, autrefois impeccables, avaient été remplacées par des pantoufles usées, et sa silhouette, autrefois symbole de la haute couture, avait disparu sous un sweat à capuche surdimensionné qu'on lui avait lancé devant une église. Sa toux s'était aggravée, profonde et rauque, chaque respiration lui grattant la gorge comme du papier de verre. Il n'avait pas mangé depuis la veille, se nourrissant d'eau en sachet et de pain rassis acheté sur un stand de bord de route. Mais ce n'était pas la faim qui l'avait arrêté ce soir-là. Une lumière légère, brillante, dorée, jaillissait d'un panneau LED au-dessus du rond-point. Il leva les yeux, plissa les yeux, et aperçut un visage familier. Cynthia James était là, vêtue d'une robe crème, son fils sur la hanche, souriant aux côtés du ministre de la Santé, recevant le prix national humanitaire pour service communautaire. L'écran géant diffusait en boucle une vidéo de l'impact de sa clinique, de longues files de femmes soignées, des enfants vaccinés, et Cynthia tapotant doucement le dos d'une mère en pleurant de soulagement. Michael en eut le souffle coupé. Il ne l'avait pas vu bouger depuis des mois, pas depuis qu'elle lui avait ordonné de partir à la porte de l'hôpital. Elle était là, 10 étages plus haut, rayonnante, gracieuse, épanouie. Les applaudissements à l'écran étaient atténués, mais Michael n'avait pas besoin de ce bruit. Il le sentait dans sa poitrine, la finalité de tout cela. Le monde avait choisi son vainqueur, et ce n'était pas lui. Il resta là pendant ce qui lui sembla des heures, ignorant les voitures qui passaient, le vendeur qui réclamait de la monnaie, la douleur dans ses jambes. Une légère bruine commença à tomber, mais il ne bougea pas. Le panneau d'affichage tournait en boucle, chaque rediffusion creusant un peu plus le silence qui l'entourait. Personne ne le reconnaissait désormais, ni les voyageurs qui rentraient chez eux en courant, ni la jeune fille qui distribuait des tracts à proximité. Il était invisible. Mais au-dessus de lui, Cynthia brillait telle une étoile autrefois enfouie sous la poussière, désormais élevée là où le monde pouvait enfin la voir. Et Michael ne pouvait que regarder, toussant dans sa manche, les yeux rivés sur l'écran. Il n'y avait plus de seconde chance. Seul le poids d'un homme témoin de la vie qu'il aurait pu avoir, mais détruite de ses propres mains. La clinique était silencieuse cette nuit-là. Le dernier patient était sorti de l'hôpital quelques heures plus tôt, et les infirmières étaient toutes rentrées chez elles. Debout dans son bureau, Cynthia triait des rapports de laboratoire, son fils endormi dans un lit de fortune à côté d'elle. Elle se préparait pour un autre programme de sensibilisation dans un village voisin, une nouvelle étape de la mission qui définissait désormais sa vie. Alors qu'elle éteignait les lumières et prenait ses clés, l'interphone sonna. Le système était relié au boîtier d'appel du portail d'entrée, un événement rare à cette heure tardive. Curieuse et prudente, elle s'approcha et appuya sur un bouton. Au lieu d'une demande d'entrée, un message vocal enregistré se fit entendre. C'était rauque, faible, presque méconnaissable. Mais elle le reconnut immédiatement. Michael. Sa voix était rauque, à peine plus forte qu'un murmure. Cynthia,
Je sais que tu vas peut-être effacer ça. Et peut-être que tu devrais. Mais s'il te plaît, laisse-moi juste te dire ceci. Il marqua une pause, et elle entendit sa respiration saccadée. J'ai vu le panneau d'affichage. Toi. Lui. Je ne crois pas avoir déjà pleuré en public. Mais si, ce soir. Non pas par jalousie. Mais parce que j'ai vu à quoi ressemble la paix, et je sais que je ne te l'ai jamais donnée. Il y eut un autre silence. Puis il continua. Tu as toujours été celui qui possédait la lumière. Et je t'ai traité comme une ombre. Je pensais que le succès me guérirait. Mais tu as été la guérison dont j'ignorais avoir besoin. Il ne me reste plus rien, à part cette voix. Et je l'utilise peut-être pour la dernière fois. Pour m'excuser. Pour le mariage. Pour le bébé que je ne connaissais pas. Pour tout. Je prie pour que ton fils ne connaisse jamais le jour où je t'ai fait souffrir. La ligne resta silencieuse quelques instants avant que le système ne s'éteigne. Cynthia resta immobile, les yeux fermés, la main posée sur la console. Elle ne pleura pas. Elle ne répondit pas. Elle inspira simplement profondément, comme on le fait en fermant un long livre douloureux. Elle baissa les yeux vers son enfant endormi, puis vers la porte. La voix de Michael n'était plus qu'un souvenir, s'estompant, lointaine, définitive. Elle murmura doucement dans le silence, « Tu es pardonné. » Mais de loin. Puis elle éteignit les lumières et s'enfonça dans la nuit calme, laissant derrière elle l'écho d'un homme qui avait enfin prononcé ces mots alors qu'il n'avait plus le pouvoir de rien changer. Le soleil se leva doucement sur le paisible domaine d'Abeokuta, projetant une lumière dorée sur le jardin verdoyant derrière la nouvelle demeure de Cynthia. La maison était modeste, mais chaleureuse, peinte d'un doux crème, avec du lierre s'enroulant autour des poteaux de la véranda. Des rires résonnèrent dans le jardin tandis que le fils de Cynthia, devenu un petit garçon vif et plein d'entrain, s'élançait pieds nus entre les rosiers et les étayers, à la poursuite d'un cerf-volant en papier. Cynthia l'observait depuis un banc en bois sous un oranger, une tasse de thé fumante à la main, un sourire paisible aux lèvres. C'était pour cela qu'elle s'était battue. Ni la célébrité, ni la reconnaissance, mais des moments comme celui-ci, une joie simple et sereine. Pas de paparazzi. Pas de murmures. Juste le vent, le soleil et le son du bonheur de son enfant. Elle était devenue bien plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Hope Springs s'était agrandi et comptait désormais 3 succursales, avec le projet d'en ouvrir 2 autres dans des zones rurales mal desservies. Elle organisait des programmes de sensibilisation trimestriels, formait des dizaines de jeunes femmes aux soins de santé communautaires et avait récemment été nommée présidente du Conseil consultatif national sur la santé maternelle. Sa boîte mail ne débordait plus de pitié ni de scandale, mais d'invitations politiques, de demandes de partenariat et de demandes de bourse. Cynthia avait enfin pleinement pris conscience de son pouvoir, non pas de celui qui se fait entendre et se venge, mais de celui qui, silencieux et transformateur, naît de la vérité et des cicatrices. Alex sortit par la porte de derrière avec un plateau de fruits frais, son regard croisant le sien avec un sourire entendu. Il la rejoignit sur le banc, leurs mains se trouvant naturellement, sans effort. « Il est fort », dit-il en regardant le garçon courir. Cynthia hocha la tête. « Il est libre. » Alors que le soleil montait, son fils s'arrêta, se retourna et courut vers eux, les bras ouverts et un large sourire intrépide. Cynthia le prit sur ses genoux, pressant son front contre le sien et respirant le doux parfum du soleil et du savon. À cet instant, il ne restait plus trace de la femme qui autrefois lavait les sols en marbre, la douleur dissimulée derrière le silence. Il n'y avait qu'une mère, entière et présente, un homme à ses côtés qui avait choisi de rester, et un avenir qu'elle avait façonné de ses cendres. La paix n'était pas l'absence d'histoire, mais le triomphe sur elle. Et dans le jardin ce matin-là, sous les pétales en fleurs et les rires dans l'air, Cynthia James n'était plus la femme abandonnée. Elle était la femme qui s'élevait. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.